Bonjour les jeunes, je suis Yanis Boujelouah, enseignant à l'école 3K et aujourd'hui nous allons parler de théorème de Green. Alors le théorème de Green, qu'est-ce que c'est? En fait c'est le lien direct entre les intégrales doubles et les intégrales curvilignes. Lorsque nous avons une difficulté assez particulière pour résoudre une intégrale curviligne, nous pouvons sauter aux intégrales doubles et vice versa. Donc, qu'est-ce que nous dit le théorème de Green? Le théorème de Green nous dit que l'intégrale fermée de deuxième espèce est égale directement à cette intégrale-là, dq sur dx moins dp sur dy. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente que le p c'est la première composante de f et le q c'est la deuxième composante de f. Le r étant la troisième composante, mais le théorème de Green ne fonctionne que si nous travaillons en deux dimensions, donc sur le plan. Alors, ce théorème, on va l'expliciter un peu plus. Tout d'abord, parlons du D. Le D, c'est le domaine délimité par la courbe. Ici, nous avons pris notre courbe qui est tout simplement ce petit cercle déformé. Alors, c'est un ovale. C'est celle-là la courbe et le domaine, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque nous allons effectuer une intégrale curviligne qui est fermée, je mets le point dessus parce que le théorème de Green ne fonctionne que pour les surfaces fermées. Le D, c'est le domaine, le C, c'est la courbe. Nous avons pratiquement explicité le tout. Le Q, c'est la deuxième composante, le P, c'est la première composante. Maintenant, nous allons passer à quelques remarques, des remarques très importantes. Et puis l'application viendra ensuite. La première remarque, c'est que la courbe doit être fermée. Je viens de le dire. Et la deuxième remarque qui est aussi importante, c'est que la courbe doit être orientée. Par exemple, ici, nous avons une orientation de là à là. C'est le sens positif. Le sens négatif étant tout bonnement l'inverse. Donc le sens trigonométrique est le sens positif et le sens horaire est le sens négatif. Et enfin, si on ne mentionne pas le sens, on le prendra par défaut comme étant positif. Passons directement à notre exemple. Nous avons une fonction bien définie et nous avons notre courbe. Ici, j'ai directement choisi de dessiner la courbe pour faciliter un peu les choses et pour que ce soit bien visible. Vous allez me dire si ici nous avons un sens positif ou négatif. Tout simplement, c'est un sens positif parce que nous sommes en train de balayer la courbe de droite à gauche. Bien sûr, le bas, il doit aller de gauche à droite, mais c'est logique puisque nous sommes en train d'effectuer une rotation. Donc de là à là, de là à là, et puis nous revenons vers le bas. Une autre façon de le voir, c'est la règle de la main droite. Comme ça, nous avons un sens positif. D'accord. Nous allons utiliser la méthode directe en premier lieu et la méthode de Green en deuxième lieu et voir à quel point ça va nous faciliter les choses. Pour la méthode directe, nous allons le faire comme pour les intégrales de deuxième espèce. Donc, nous allons diviser notre courbe en plusieurs sous-courbes. Première sous-courbe, deuxième sous-courbe, troisième sous-courbe et enfin quatrième sous-courbe. Je vais les noter. 1, 2, 3 et enfin 4. Le domaine, c'est bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur, vu que c'est une surface fermée. D'accord. Utilisons la première méthode. Sur 1, nous avons l'intégrale I1 est égale à l'intégrale de f fois dr, qui est, en prenant le f, l'intégrale y au carré dx plus 3xy dy plus 0 fois dz parce que nous sommes sur le plan. Mais nous sommes ici
sur 1. Et le 1, il est là. Donc si nous essayons de paramétrer, on pourrait mettre le x, il varie de 1 à 2 et le y, il est constant. Vous remarquez ici que le y ne varie pas. Donc x est égal à x, y est égal à une constante ou bien 0, vu que nous sommes dans y est égal à 0, et z, vu que nous sommes sur le plan, il est égal à z. Donc supposons que nous essayons d'expliciter cette intégrale, nous avons le dy qui sera nul, parce que y est égal à 0 et parce qu'il ne varie pas, il est constant. Donc dy, il n'y a pas de variation, ça sera 0. Vu que le y aussi, il est nul, donc nous avons une intégrale de 0 au carré dx, ce qui sera directement 0. Donc sur I1, c'est nul. Je vous laisse en tant qu'exercice montrer que sur I3 aussi, ça reste nul. Pour les mêmes raisons. Est égal à I3. Maintenant, nous passons à I2. Sur I2, on va réécrire notre formule. I2 qui est égal à l'intégrale de y au carré dx plus 3xy dy. Et là, nous aurons quand même un petit problème. C'est qu'il faudra paramétrer cette courbe. Ceci est une courbe évidente parce que ça a une certaine forme de cercle. Donc nous allons choisir cette paramétrisation qui est, vu que nous sommes ici, le grand cercle, nous allons mettre x est égal à 2, qui est le rayon du cercle, fois cosinus t. Ou cosinus θ, la variable étant muette, ça n'a pas d'importance. Et y est égal à 2 sinus t. Et z, bien sûr, vu que nous sommes sur le plan, il est égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai seulement donné le vecteur position en le paramétrant avec un seul paramètre qui est t. Donc, pour n'importe quel point de la courbe, je peux lui donner un certain t qui le définit lui. Par exemple, si je prends ce point-là, choisi, ce point, il a les coordonnées 2 fois cosinus cet angle-là que je ne connais pas. On va dire que c'est pi sur 4. Donc c'est 2 fois cosinus pi sur 4 et le 2 fois sinus pi sur 4 pour le y. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Passons à notre intégrale. Vu que nous avons une variable t et que le t n'est pas apparent dans notre intégrale, nous allons faire l'intégrale de x, y au carré étant 2 sinus t. Je vais l'écrire. 2 sinus t au carré plus fois dx, il ne faut pas l'oublier, plus 3, 2 fois cosinus t fois 2 fois sinus t, ça fait fois 4 cosinus t sinus t fois dy. Vous allez me dire que c'est bizarre, parce qu'en fait, ici nous avons un t, et ici nous avons un x et un y. Ah, ça c'est problématique. Bon, je vais effacer juste pour essayer de finir. Ben, tout simplement, on fait l'astuce qu'on est en train de faire depuis tout le temps, depuis tout à l'heure, qui est diviser et multiplier par dt, parce que c'est elle la variable, c'est elle le paramètre. Alors 2 sinus au carré, qui va nous donner directement 4 sinus au carré de t, fois dx sur dt, plus
Bon, pour simplifier un peu les choses, nous allons directement faire ça ici. Et ça là. Le tout fois dt, bien sûr. Alors, le dx sur dt. Nous avons le x, la fonction du x. Nous allons dériver par rapport à t. Ce qui va me donner moins 2 sinus t. Plus 3 fois 4, ça fait 12. Cosinus t, sinus t. Le dy sur dt, ça va me donner 2 fois cosinus t. Et enfin, le dt final. Le t, c'est l'angle. Et nous voyons que l'angle, il est en train de varier de là à là pour la courbe. Et donc, c'est de 0 à pi. Le t va varier de 0 à pi. On multiplie, ça va me donner l'intégrale de 0 à pi de moins 8 sinus 3 de t plus 12 fois 2, ça fait 24, cosinus au carré, sinus de t. Le tout fois dt, bien sûr. Ok. Nous allons essayer de prendre le sinus en facteur pour essayer de simplifier les choses. Ça sera des calculs assez fastidieux. Alors, je vais effacer là. Alors, on va refaire tout ça au propre, ce qu'on avait fait. Nous avons le I1 et le I3 qui sont tous les deux nuls, on l'a déjà vu. Et maintenant, nous avons la formule du I2. I2 qui est le cercle assez grand. Donc, cette intégrale, on peut la décomposer en deux. L'intégrale 0 jusqu'à pi de moins 8 sinus t, sinus au carré t. Ce sinus au carré, on va l'écrire en fonction de cosinus, ce qui va me donner 1 moins cosinus au carré de t plus 24 sinus t cosinus au carré de t. Et donc, si on commence à sommer, nous obtenons 1, 0 jusqu'à pi, moins 8 fois le moins, ça va me donner plus 8, plus 24, ça va me donner 32. 32 sinus t et de t. Avec un plus, le signe, ça s'annule. Moins 8 sinus t dt. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à l'intégrale. On intègre la première partie, qui est, on va le décomposer en deux pour faciliter les choses. Je vais appeler la petite intégrale I1, qui est l'intégrale de 0 à pi de 8 sinus t, qui est égal directement à moins 8. Avec le moins de l'intégrale du sinus, ça va me donner cosinus pi moins cosinus 0, qui va me donner moins 16. La deuxième intégrale, qui est I2, c'est l'intégrale de 0 à pi de 32 sinus t cosinus au carré de t dt. Alors là, c'est évident, parce que la dérivée de cosinus, c'est le sinus. Donc on va avoir l'utilité du changement de variable. On va poser u est égal à cosinus de t. Et donc, du sur dt, c'est moins sinus de t.
Et donc dt est égal à moins du sur sinus de t. Et nous allons tout simplement remplacer 32, reste 32, c'est une constante. Sinus de t, on le garde. Cosinus de t, c'est un u, donc c'est u au carré. Le dt, nous avons sa formule, c'est moins du sur sinus de t. Sinus avec sinus, ça s'annule. Il ne nous reste plus que moins 32 u au carré du. Maintenant, vous allez me dire, on a encore un problème, qui est le problème des bornes. Ben, tout simplement, lorsque t est égal à 0, u est égal à cosinus de t, donc cosinus de 0, qui est égal à 1, et hop, et lorsque t est égal à pi, cosinus de pi, c'est moins 1, donc l'intégrale va de 1 jusqu'à moins 1, de 1 jusqu'à moins 1. Si on intervertit les bornes, nous avons 32, l'intégrale de moins 1, u au carré du. Et ça, c'est certainement positif. Donc 32 sur 3, u puissance 3 qui va me donner 1 puissance 3 moins 1 puissance 3 qui va me donner 2. 2, exactement. 32 fois 2 sur 33, ça me fait 64 sur 3. Et on le garde comme ça. Donc si on somme les deux, 64 sur 3 moins 16, on aura, bien sûr, I2 est égal à I1 plus I2. C'est un simple calcul. Maintenant, pour avoir la circulation sur toute la courbe, nous allons sommer toutes les circulations. Donc I1, I2, I3 et I4. Mais bien sûr, vous avez vu tout le travail qu'on a dû faire rien que pour calculer I2. Je vais vous laisser en tant qu'exercice le calcul de I4. C'est pratiquement la même chose à une différence près. Le t qui avant variait de 0 à pi parce que nous avions le sens. Voilà. Maintenant, nous avons un sens qui diffère. Si le θ, son origine c'est là, donc c'est θ est égal à 0, et que nous avons commencé par là, donc le θ va de pi jusqu'à jusqu'à 0. Alors, I total, que je vais appeler IT, est égal à somme de I allant de 1 jusqu'à 4. Voilà. Alors ça, c'était le calcul direct. À la fin, vous allez trouver 14 sur 3. Tout ça, c'était très fastidieux. Alors franchement, ma main le ressent. Elle ressent bien la fatigue. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser la méthode de Green. Donc on efface la méthode directe, qui jusque-là, elle porte ses fruits, mais est très fastidieuse pour certains cas, comme on peut le voir. Méthode de Green, un demi-tableau suffira. Alors, commençons. On va écrire la formule. Le flux sur une courbe fermée, f dr, est égal à l'intégrale double de dq sur dx moins dp sur dy, dx dy sur le domaine D. D'accord? Alors, le q, c'est 3xy. Dérivé par rapport à x, ça va me donner l'intégrale de 3y.
moins la dérivée de P, qui est la première composante, par rapport à Y. Ça va me donner 2Y. dx, dy. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est le domaine. Et bien, le domaine, c'est juste le domaine délimité par la courbe, qui est juste ici. Alors, on remarque bien que pour faciliter les calculs, on va utiliser les coordonnées polaires, parce que nous avons deux cercles avec même centre. En utilisant les coordonnées polaires, que vous connaissez, x est égal à r cosinus θ, y est égal à r sinus θ, et le z qui est nul, parce qu'on est dans le plan, nous obtiendrons i est égal à l'intégrale double, le y en le remplaçant juste ici, ça va me donner r sinus θ, fois la jacobienne qui est r, dr dθ. L'intégrale de, on remarque bien que le r, qui est le rayon, est en train de varier de 1 à 2, et que le θ est en train de varier de 0 à pi. Donc, r de 1 à 2, 0, pi. Intégrale de r au carré, c'est 1 sur 3, r3. 1 sur 3, 2 puissance 3, moins 1 puissance 3. Parce que c'est un variable séparable. Et l'intégrale de sinus de 0 à pi, ben, tout simplement, ça sera moins cosinus. Donc on multiplie par un moins, cosinus pi moins cosinus 0. À la fin, nous obtiendrons le joli 14 sur 3 qu'on a obtenu de manière très complexe avec la première méthode. Bon, je pense que c'est tout pour le théorème de Green. Bien sûr, on peut l'utiliser aussi pour calculer des surfaces. Il suffit juste de manipuler un peu les formules. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Sur ce, merci.